Bonjour et bienvenue à l'émission Qu'en pensez-vous? Votre émission d'actualité. On va traiter d'actualité régionale, nationale et sûrement internationale parce qu'il y a des gros sujets cette semaine. Et pour m'aider dans tout ça, parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on pense sans confronter un peu nos idées puis écouter les autres, j'ai un jeune homme qui veut tenter sa chance pour nous parler et essayer d'analyser l'actualité. Je parle bien sûr de M. Jules Simard. Ah, ça, par exemple, c'est une bonne présentation. Ouais. C'est cette année que je te présente comme le vieux sage. Exact. Merci, Jules, d'être là pour parler d'actualité avec nous. Ça fait plaisir. Et bien sûr, comme c'est un automne électoral, en fait, on va parler d'élections. Commençons brièvement par les élections fédérales, donc dans la partielle, dans Lac-Saint-Jean. Peu de nouveau, toujours 4 candidats qui se présentent. Non, il y a un 5e candidat qui s'est présenté aussi, la personne du Parti vert, qui fait valoir des idées intéressantes. Maintenant, je pense que ses chances d'être élu sont minces. Hein? Je pense que oui. Tu sais, les chances d'être élu, ça tient compte aussi, dans beaucoup de cas, de l'organisation que tu as. Oui. OK? Ça, là, on souligne souvent, on parle d'élection, puis tout ça, puis on dit, ben voilà, lui a des bonnes idées, elle a aussi de très bonnes idées sur tel et tel élément. Et on pense que c'est avec ça que tu gagnes. Mais dans beaucoup de cas, c'est l'organisation. Et tu comprends Faire sortir exact. Et l'organisation, c'est aussi la chose suivante. Si je suis partisan de quelqu'un et que je travaille dans son comité électoral pour pouvoir le faire gagner, sais-tu qu'est-ce que j'amène avec moi? J'amène toute ma famille. J'amène des amis qui me connaissent bien. Or, eux autres, sans être nécessairement pour le parti ou pour le candidat ou la candidate, bon, on va dire, écoute, l'œil pour moi, tu sais, je sais que c'est un gars qui nous a... tiens, on va voter avec la même place que lui. Ça, là, ça tient. On n'est pas capable de quantifier. Hein? Ouais. Et il y a peu d'études en sciences politiques qui sont aussi faites sur l'importance. Oui, il y a des études de fait sur l'importance de l'organisation, mais l'impact que ça peut avoir comme influence sur nos réseaux. Exactement. Et ça joue une influence. Alors, tu comprends, à ma connaissance, là, OK, le Parti vert ne bénéficie pas d'une très grosse organisation. Oui, j'ai un candidat qui est présenté dans le comté de Roberval, contrairement à le Parti libéral dans le comté de Roberval, le Parti conservateur dans le comté de Roberval, le Bloc aussi dans le comté de Roberval et le NPD qui bénéficie aussi d'une organisation directement dans le comté. Alors ça, c'est des machines, comme on dit, des machines électorales qui ont une importance. Parce que même, en tout cas, on parle du NPD, ils ont quand même fini 2e. Thomas Mulcair était à Saint-Gédéon la semaine dernière. Exact. Ça a quand même une incidence. J'aimerais dire aussi qu'il y aura un débat, une confrontation entre les candidats qui devront répondre aux questions. C'est organisé par la Jeune Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini. Ah, OK. Mercredi le 11 octobre, donc mercredi la semaine prochaine. C'est moi qui vais animer ça, d'ailleurs. Et ce ne sera pas sous forme de débat, parce que moi, je suis un peu tanné des débats où, entre autres, les gens font juste s'insulter, s'invectiver et répondent pas aux questions. On répond à une accusation par une autre accusation. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Moi, je veux que ce soit un débat où les candidats vont pouvoir faire valoir pourquoi on devrait voter pour eux, que les candidats puissent se mettre en valeur. C'est ça pour moi qui est important. Et on va aller dans ce sens-là pour le débat. Ça se passe au Chute des Pères à 19h, mercredi, le 11 octobre prochain. Donc, je pense que ça va être très vous allez fort probablement le diffuser. Hein? On va le diffuser parce que l'équipe sera là pour filmer tout ça et ça sera en ondes dans notre émission Conferencia, si je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper, mais on me dit que c'est correct, que je vois à la régie. Donc, tu te trompes pas. L'extraordinaire Marie-Ève qui fait oui, c'est bon. D'ailleurs, c'est elle qui sera là pour tourner. OK. Donc, à ce moment-là, si je comprends bien, il y a une série de questions qui vont été pensées par les gens de la Jeune Chambre de commerce. Donc, c'est des questions du local qui vont être posées aux gens pour voir comment ces gens-là peuvent... Et naturellement, les questions vont être soumises, je suppose, aussi aux candidats avant pour qu'ils puissent être en mesure de se
préparer pour une réponse. Non, parce que l'idée, c'est justement qu'ils puissent se mettre en valeur. Exact. Non, c'est bien. Ça va être certainement intéressant. Et ça va permettre, effectivement, si les questions, tu comprends, en origine du milieu, les préoccupations vont être dans les questions et naturellement, on va pouvoir entendre les candidats sur le sujet. C'est important parce que le secteur, il ne faut pas oublier que c'est la deuxième plus grande ville du Lac-Saint-Jean, du comté. C'est important pour que les candidats puissent se faire valoir. Exactement. Donc, pas grand-chose de nouveau là-dessus. On est toujours un peu sur les mêmes enjeux. Les candidats se promènent. Oui, c'est ça. On a eu quand même certaines prises de position par rapport à la semaine dernière, un peu plus soutenues. OK? Ouais. Bon, on le sait que le conservateur a décidé de faire de la marijuana un thème majeur de sa campagne, et même au niveau publicitaire. OK? Ouais. C'est véritablement pour une espèce de référendum qu'il veut faire. Mais tu sais, en même temps, s'il est élu, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? S'opposer. Je trouve ça un peu absurde. S'opposer. De deux, fort probablement. Il y a eu quand même dans l'actualité générale, au cours de la semaine qui vient de se terminer, on a eu quand même, la question du caribou forestier. On va y revenir, mais ce que je veux t'amener, c'est que ça peut faire l'objet, effectivement, de prise de position de la part des candidats un peu plus soutenues que les déclarations de principe qui ont été émises à la première semaine. OK? Je vais juste t'amener sur le fait que si, effectivement, le gouvernement fédéral va de l'avant avec la proposition qu'ils ont sur la table actuellement, ce que ça va amener, c'est que j'ai hâte de voir comment Richard Hébert va s'en débattre. Oui, parce que là, il ne faut pas juste suivre la cassette, il faut vous proposer des choses concrètement. Exact, tu comprends? Si jamais, tu sais, le gouvernement fédéral, c'est quand même le gouvernement du Parti libéral, qui dit demain matin, nous appliquons ce plan-là. Là, le candidat du Parti libéral, qui a été dans l'autre gang pendant plusieurs années, il va se positionner comment? On l'a vu d'ailleurs à l'époque de M. Lebel. Là. C'est-à-dire qu'il était obligé de se positionner. Quand les conservateurs étaient au pouvoir, ils n'ont pas fait grand-chose pour la forêt, mais immédiatement, quand ils sont arrivés dans l'opposition, là, ils étaient plus virulents. C'est ça. Ça a toujours été, mais c'est quand même, tu sais, ça va amener fort probablement de l'eau au moulin et des arbres dans la forêt. Ces petits débats-là qui vont s'en venir. Moi, je maintiens toujours. En fait, ce que je dis depuis le début de cette campagne, il y a deux thèmes majeurs et il faut absolument que l'on puisse être en mesure d'obtenir non seulement des réponses ou des positions, mais aussi qu'est-ce qu'on peut s'organiser pour avoir comme jeu d'influence auprès d'un gouvernement, qu'est-ce qu'on peut s'amener pour que ces préoccupations-là qu'on a dans le comté puissent être mises c'est la forêt et l'agriculture. Moi, je maintiens ça. Et dans l'agriculture, on va mettre de la marijuana. C'est beau. On peut peut-être la cultiver ici. D'ailleurs, on en a déjà cultivé ici. Peut-être toi, là. Non. À Albanel, il y a eu un projet au tournant de l'an 2000. Ah oui? Chez des fermes, c'était du chanvre, mais sans THC qu'on appelle. OK, sans l'aspect de la drogue. OK, c'était pour la fibre. Parce que fibre. C'est une super fibre, en fait. C'est évident. Tu peux, non seulement pour les vêtements. Pour beaucoup, ça a une résistance c'est une des meilleures fibres, mais elle a comme été bannie en même temps à cause, justement, du phénomène. Alors, oui, il y avait des fermes, entre autres à Albanel, c'est même mes fidèles, une ou deux fermes qui avaient utilisé du terrain pour le planter pour voir comment est-ce que ça... Et les résultats avaient été plus qu'intéressants. Ça pousse bien. Ça pousse bien? Ça pousse bien, est-ce que ça s'est venu avec d'autres projets ou finalement... En fait, le fait que tu ne pouvais pas produire, OK, il y avait eu une permission spéciale là, pour pouvoir faire l'expérimentation. Ça avait été présenté donc sous la fête de l'expérimentation parce qu'on avait mis de l'avant des projets de transformation aussi qui auraient pu suivre avec ça. Mais compte tenu de tout l'aspect légal qui entourait la production du chanvre, ça l'a... On sait qu'il y a des possibilités. Avec, ça risque de changer. Si ça se légalise, tant mieux. En tout cas, pour la fibre, je sais que j'ai lu des articles là-dessus, c'est une super fibre végétale. Juste un autre élément, il y a peut-être, dans la campagne électorale fédérale,
il y a un point qu'il va falloir avoir les yeux dessus. Je l'ai abordé avec toi la semaine dernière, mais c'est quand même Alma. Oui. Le secteur d'Alma. Il ne faut pas oublier qu'on a 2 candidats qui originent d'Alma. Un candidat de Roberval et un candidat de Dolbeau-Mistassini. Je pense que, tu sais, dans le secteur Dolbeau-Mistassini et dans le secteur Roberval, sans que les jeux soient complétés, je pense que les 2 candidats peuvent espérer obtenir un appui de ces 2 secteurs-là. Et j'irais même jusqu'à dire un appui majoritaire. Ce qui serait normal parce qu'ils sont plus connus. Ils ont exact, fait les choses pour le milieu. Dans le milieu, OK? Ouais. À Alma, OK, le fait que Maltais a été, tu te souviens de la grève qu'il y a eu chez Rio Tinto, Maltais était le président du syndicat, il est donc très connu. Oui, puis il ne faut pas oublier que Lac-Saint-Jean, au provincial, c'est un des comtés les plus souverainistes aussi. Exactement. Il y a cet élément-là, mais il y a un des plus connus. Je veux peut-être davantage jouer sur l'aspect, à ce moment-là, du fait qu'il soit connu. Or, et Mme Dallaire est aussi bien connue dans le secteur d'Alma. Est-ce qu'il va y avoir une division des votes à 4 plus précise, ou est-ce qu'il y en a un ou une qui va s'organiser pour avoir une forme de majorité? Tu comprends? Si ça se passe, les 2 candidats du Nord, si je peux m'exprimer ainsi, devront effectivement patauger davantage dans le secteur d'Alma. Je pense que c'est... si on va voir. Là, ça risque d'être extrêmement serré. Si c'est serré, n'importe quel candidat pourrait gagner à la ligne d'arrivée. Pourrait gagner, OK. Alors, c'est pour ça que ça va être... Il y a ça qui va être intéressant et quel va être le jeu d'influence de tout ce beau monde-là sur les électeurs d'Alma. Je te dis pas qu'ici, tout est nécessairement canné. C'est qu'on peut penser qu'effectivement, il puisse y avoir une forme d'appui un peu plus, entre guillemets, naturel là-dessus. Et donc, c'est pour ça, dans un sens, alors que les débats étaient peut-être... on se disait, bon, ben, c'est quoi qui est vraiment l'enjeu, puis tout ça. Il y a les enjeux sur les préoccupations du comté, mais il y a aussi ce phénomène-là qui peut se passer là, dans les municipalités. Très intéressant. Alors maintenant, côté municipal, donc peu de changements dans le reste de la région. On va surtout s'attarder à Dolbeau-Mistassini et à Saguenay, parce qu'il y a eu un sondage qui est sorti ce matin. Premièrement, Dolbeau-Mistassini, donc on a 3 candidats au poste de maire qui vont se faire la lutte. On a M. Pascal Cloutier, Mme Françoise Bergeron et Mme Claire Néron. Les 3 étaient d'anciens conseillers. Donc, quand même intéressant parce que ça va bouger au conseil de ville, c'est sûr. Nouveau maire et nouveau conseiller. Je pense que là, il y a juste un conseiller sortant qui est encore en liste là, dans les conseillers. Donc, ça va être vraiment un renouvellement pour Dolbeau-Mistassini. Donc, 3 candidatures. T'en penses quoi de ces 3 candidatures? Bien, c'est un peu ce qui s'annonçait. Oui, mais là, c'est officiel. C'est ça. Et je suis surpris pas de voir Mme Néron. OK, on sait que dans les dernières élections, il y avait eu un aspect avec son employeur là, qui l'avait, semblerait-il, pas empêché, mais qui l'avait fait en sorte qu'elle avait décidé plutôt de rester comme candidate à l'échevinage que s'envoyer à la mairie. Ça fait quand même 2 élections où elle a un intérêt à se présenter à la mairie. Alors, j'étais un peu surpris parce que je m'étais dit, il y avait 2 femmes au conseil, il y avait Françoise Bergeron et il y avait Claire Néron. Et, bon, je sais que Mme Néron avait indiqué lors de la dernière campagne électorale, tu te souviens, elle avait eu une femme aussi contre elle qui s'était présentée. Et je me souviens qu'elle disait, bon, ben pourquoi est-ce que c'est qu'en plus, on se fait du mal entre femmes pour se présenter? Donc, c'était un peu pour ça que je m'étais dit, bon, est-ce que... et peut-être que Mme Bergeron a été aussi appelée à se dire, bon, mais comme candidature féminine, pourquoi on ne permet pas d'en avoir juste une au lieu d'eux? Ce phénomène-là aurait pu jouer, mais il ne semble pas avoir joué. Donc, on a 2 candidatures féminines et Pascal Cloutier qui, lui, bénéficie, comme je disais la semaine dernière, peut-être, on ne le sait pas, je le sais pas, là. Je ne sais pas si toi, tu as eu des hints de quelque façon que ce soit, en ce qui regarde les employés de l'usine. Est-ce que les employés de l'usine sont derrière lui?
ça peut avoir une influence. Là, oui, mais tu sais, moi, je pense que dans tout ça, ça peut toujours avoir une influence positive et ou négative. C'est pas parce que tu travailles avec quelqu'un que tu l'apprécies. Exactement. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui ne l'apprécient pas. Non, non. Mais je veux dire que je ne sais pas comment ça se passe non plus à l'intérieur. Exact. C'est un phénomène, effectivement, là, qui va être intéressant à voir, mais simplement que le soir de l'élection, lorsqu'on va dépouiller les boîtes et que l'on va voir où va aller chercher ces majorités. Donc, au départ, lutte à 3, oui, et ça va être intéressant de voir les principaux éléments de programme qui veulent être mis. Parce que je ne sais pas s'il va y avoir encore une fois, là, un débat au niveau de, compte tenu du fait qu'on sait que maintenant, il y a 3 candidats. Est-ce que la Chambre de commerce va vouloir, comme la dernière fois, organiser un débat? On sait qu'il y avait 2 candidats la dernière fois, mais là, est-ce qu'on va pouvoir organiser là aussi? Peut-être la même formule que celle que tu as préconisée, que vous avez préconisée, au niveau là, de la clique. Ça pourrait peut-être être très intéressant. Donc, on va voir c'est quoi les principaux points qui vont être mis de l'avant pour ces candidats. Oui, c'était intéressant ça, de voir ça. Je suis revenu sur les entrevues que j'avais faites avec Richard Hébert il y a 4 ans. Oui. Et dans ses promesses électorales dont il était venu me parler, il les a presque tous réalisées. J'ai été surpris de revoir ça. Puis de voir, ça, il l'a fait, ça, il l'a fait. Il y a juste sauf le gaz naturel. Le gaz naturel, exactement. Je ne veux pas y en parler. Et ça, c'est drôle. Sinon, poste au siège numéro 1, on a Marie-Ève Fontaine qui en ce moment est seule. Au poste numéro 2, au siège numéro 2, il y a Pierre-Olivier Lucier qui en ce moment est seul. Au poste numéro 3, il y a Patrice Bouchard qui est seul. Au siège numéro 4, on a M. Rémi Rousseau qui était dans l'ancien conseil. Donc, c'est le seul qui est encore là. On a au siège numéro 5, on a M. Danny Veilleux. Et on m'a dit ce matin même que M. Stéphane Gagnon se présenterait aussi au siège numéro 5. Okay. Et au siège numéro 6, on a Mme Guylaine Martel et M. Roch Soucy. Donc aussi, là, il y aura de la lutte. Il y aurait donc de la lutte sur 2 sièges. Au moment où on se parle, oui. Là, on n'est pas encore vendredi, comme on dit, mais au moment où on se parle, il y aurait donc 2 sièges aussi en élection. Donc, ça va être quand même intéressant de voir Est-ce que tu as eu des échos dans les municipalités rurales? Non, à Normandin, très peu, parce que, justement, il y a comme, en ce moment, les maires sortants se représentent tous. Ça, on avait dit, oui. Et là, il n'y a comme pas d'opposition nulle part. Fait que c'est un peu tranquille. Ça va être dur pour la préfecture. Oui, parce que, je veux dire, là, il va falloir que les... Il ne faut pas oubliez pas que même s'il n'y a pas d'élection à la mairie chez vous, vous avez quand même le droit de vote à la préfecture. Allez-y, il y a 4 candidats. C'est un droit démocratique que vous avez. Profitez-en parce qu'on le voit en ce moment d'ailleurs dans d'autres pays que la démocratie, c'est pas toujours facile quand on veut voter pour quelque chose. Bonjour aux Catalans qui nous écoutent. Donc, ça, c'est intéressant. On va voir. On va voir les enjeux aussi qui vont sortir. Parce que là, en ce moment, on parle, les gens se présentent, mais on dirait qu'en ce moment, on est plus dans un concours de popularité que dans des propositions concrètes. Oui, mais je pense aussi que les gens sont aussi en attente de qu'est-ce que les candidats et les candidates vont dire. Oui. OK? On a ça, c'est bien beau de dire oui, OK, je me présente. Déjà, il y a des gens qui se positionnent avec simplement le fait qu'ils ont, comme je disais tout à l'heure, la connaissance des individus qui se présentent. Ça entre en ligne de compte. Et il y a aussi le fait que qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant avec ce qu'ils vont amener comme élément de programme ou comme ce qu'ils veulent faire avec ces postes-là. Maintenant, on va aller à Saguenay, parce que c'est intéressant à Saguenay. Saguenay, il y a, premièrement, c'était la dernière séance du conseil aussi à Saguenay. M. Tremblay était très émotif. Oui. Je peux comprendre. Je pense qu'après 20 ans... Après 20 ans, qu'on soit d'accord ou pas avec l'héritage qu'il laisse, ça reste quand même quelqu'un qui a dirigé la ville pendant 20 ans puis qui était des premières loges et toujours prêt, disponible pour les médias et pour faire valoir ses points de vue. Maintenant, ça va changer. Malgré ce que tu en penses. Oui, j'en pense plus, là. Je suis rendu pas mal tard pour penser. Oui, c'est ça. Donc, on a 4 candidats. Il y a un sondage qui est sorti, un sondage qui a été fait. Donc, si les élections avaient lieu maintenant, donc on a fait un sondage qui est sorti, Mme Josée Néron est en avance à 37,3 % des votes, suivi de Jean-Pierre Blackburn à 32,1 %. Donc, on a 5 % d'écart, ce qui est la marge d'erreur. Donc, il n'y a rien de canné, en fait.
On a ensuite Dominique Gagnon du Parti des citoyens et Arthur Gobeil qui ferment la marche à 15 % chacun. Ça, c'est Ville de Saguenay. Mais ce qui est aussi intéressant, et là on peut parler peut-être de guerre de clocher ou de chauvinisme, c'est qu'à Chicoutimi, d'où est originaire Mme Néron, elle domine à presque 48 %. À Jonquière, qui est le lieu natif de M. Blackburn, il est en avance à presque 48 %. Et à l'Abbé, le lieu d'où vient M. Gobeil, il est à presque 40 % des intentions de vote. Donc, on voit qu'il y a une disparité. Dominique Gagnon est en avance nulle part. C'est ça, ça va pas super bien. Là, j'entendais même ce matin une analyste qui disait qu'il n'était pas crédible et qu'on faisait juste entendre la cassette comme si c'était pas lui qui parlait. Bon, écoute, rendu là, c'est pas mes paroles, c'est les paroles de quelqu'un d'autre. Maintenant, quelle analyse tu fais de tout ça? Parce que, c'est ça, je t'ai donné les chiffres. Ça va être deux candidats. M. Blackburn, ça me surprend et ça ne me surprend pas. Je pense qu'il a fait, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il a fait un bon move, effectivement, en quittant le parti de... Je pense que ça l'a aidé, moi. Parce que les gens veulent sa notoriété personnelle, à ce moment-là, prendre compte, et on se rend compte là, de ce que ça donne comme résultat. C'est quand même intéressant là, de voir qu'est-ce qu'il y en a pour lui. Oui, puis je vous rappelle qu'à un moment donné, dans la dernière élection qu'il avait faite au fédéral, à un moment donné, il y a un sondage qui était sorti, puis il était genre 10 points derrière le meneur, et il a finalement gagné. Donc, il ne faut pas le compter pour Donc, c'est lui, c'est comme Jean Charest, la dernière boîte de scrutin qui est calculée. Elle est cachée quelque part. C'est intéressant. Oui. Donc, ça ne me surprend pas en soi de voir un peu cette égalité entre les deux personnes qui sont Mme Néron et Jean-Pierre Blackburn. Le fait que Jean-Pierre Blackburn soit aussi indépendant, oui. OK, alors que Mme Néron est avec un parti, ça a aussi peut-être une... C'est sûr que la personnalité de l'individu entre en ligne de compte là-dessus, mais... Et pour certains, c'est un avantage. Exact, pour d'autres, c'est un inconvénient. Oui, c'est ça, là, tu sais, ce phénomène-là. Donc, est-ce que c'est la mort des partis politiques à Saguenay, cette élection-là? Bien, il faut se poser la question si ça a une réelle utilité. Exact. Et voilà, je pense que tu as le terme exact, là. C'est vraiment la question de l'utilité des partis politiques au niveau municipal, alors que dans beaucoup de cas, compte tenu du fait qu'on a, entre guillemets, la chance de connaître un peu plus les candidats et les candidates. Tu comprends? Comme personne, on a des personnes qu'on a côtoyées fort probablement à un moment donné dans notre vie quotidienne de citoyen. Et ce phénomène-là transcende, je pense, le phénomène des partis politiques. Ça ne veut pas dire que là, on annonce la mort des partis politiques à Saguenay, là. Sauf que fort probablement qu'il va y avoir des réflexions qui devront s'apporter sur pourquoi est-ce que c'est pas le parti politique, il va falloir qu'il y ait aussi... Tu sais, le phénomène Jean Tremblay, on le voit là aussi. Oui. C'était là aussi qu'il était le plus fort et non pas nécessairement juste par le fait qu'il traînait le parti avec lui. Là, on se rend compte on voit, oui, c'est ça. Puis il y a une autre chose, j'ai l'impression que la stratégie qui était utilisée par Ghislain Harvey et le Parti des citoyens était faite pour Jean Tremblay et que là, on ne l'a pas adapté pour le nouveau leader. Fait qu'on a l'impression d'entendre les mêmes affaires, mais avec la personne qui n'a pas la même verve, pas la même couleur. Exact. Oui, c'est un élément intéressant, ça, que tu apportes là. On va le voir peut-être un peu plus. Donc, on a vraiment... Je pense qu'on peut dire qu'il y a une élection, il y a une course à deux. Bien, en tout cas, c'est intéressant. Il faut compter qu'en fait, quand on regarde, Mme Néron domine à Chicoutimi, mais elle est deuxième à Jonquière et l'Abbé. Ce qui n'est pas le cas de M. Blackburn. OK, oui. Il est troisième à la... Il est quatrième à l'Abbé. Et il est deuxième à Chicoutimi. Donc, ça aussi, là, c'est une incidence, là. Ben, c'est une possible incidence, je ne sais pas, là. Oui, c'est ça. Il va falloir que... Ben là, remarque que je pense que c'était hier ou aujourd'hui, là, qu'il a annoncé quelque chose dans l'Abbé, là, qui veut reprendre des négociations avec PFR concernant la cession de terrain afin de pouvoir... Tu sais, c'est quand même un enjeu, pour l'Abbé, c'est quand même un enjeu intéressant que de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce fameux terrain-là. Ouais. J'ai une question pour toi. Toi, là, tu es dans la course en ce moment, là, tu vois ça ce matin. Est-ce que tu concentres ta campagne sur ton arrondissement parce que tu es en avance et tu veux consolider ta force-là, ou
tu essaies un peu de faire le jeu que beaucoup de politiciens ont fait, d'aller essayer de travailler, de dire ça, c'est acquis, on va aller travailler les autres. Parce que moi, j'ai l'impression, là, on va avoir des annonces de Jean-Pierre Barbone sur Chicoutimi-Labbé. José Néron va faire des annonces sur Jonquière-Labbé et puis Gobeil sur Chicoutimi-Jonquière. Oui, et on peut s'attendre à ça, mais je reviendrai quasiment au propos que nous avons au départ. Ouais. Je travaillerai mon organisation dans les deux autres. Oui. OK? Je verrai dans mon organisation à aller me chercher d'autres personnes, d'autres familles, pour pouvoir être en mesure, effectivement, de plus que des promesses et plus que des éléments de programme pour dire, bon, parce que globalement, là, tu te présentes maire pour Ville-Saguenay, si tu te présentes pour tous ces arrondissements-là. Là, oui, c'est ça la réalité. Oui, c'est ça, tu comprends? Ça veut dire, si tu dis, c'est simple, oui, je me présente ma maire à Dolbeau-Mistassini. Moi, je pense qu'à Mistassini, là, on aurait peut-être encore avantage à investir 7 ou 8 millions de dollars pour pouvoir être en mesure d'avoir une qualité de service encore meilleure. Là, quand tu vas dire ça du secteur de Dolbeau, là, tu sais, je veux dire, où est-ce que tu bénéficies peut-être d'un certain appui, ça peut peut-être être mal perçu. Alors, c'est pour ça que je te dis, je travaillerai davantage mon organisation en allant me chercher des appuis dans l'organisation, sur le terrain, qui pourraient peut-être être en mesure de m'amener davantage de vote, que de faire de la promesse ou des déclarations. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Maintenant, on va sortir des élections. Je veux qu'on parle de la chocolaterie des Pères Trappistes. Ah. Parce que pendant longtemps, je me rappelle, entre autres, à l'époque, on organisait la Route des Mille et une Histoires, on essayait de devenir la locomotive touristique de la MRC Maria-Chapdelaine. Bon, ça n'a pas marché, on a vu ce que ça a donné. Mais maintenant, on réalise que la locomotive touristique de la MRC Maria-Chapdelaine, c'est la chocolaterie des Pères Trappistes. Il y a 5 ans, il y avait à peu près 2000 personnes qui se présentaient à la chocolaterie. Aujourd'hui, 15 000 touristes se sont pointés durant la période touristique pour aller à la chocolaterie. Wow! Bravo, Dominique Genet et son équipe, là. Oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il faut dire que toute la campagne aussi qu'ils avaient faite avec leur emballage, cette année sur le bleuet, je pense qu'il y avait aussi la petite poule, il avait fait un petit message. Ils ont vraiment retravaillé. Donc, tu comprends que le fait, là, tu bénéficiais d'une bonne campagne promotionnelle à l'échelle de tout le Québec et l'ailleurs. Et ça l'a permis, justement, d'inciter encore davantage des gens à venir, et dans la région, mais plus particulièrement à venir visiter le phénomène étant de la chocolaterie que du monastère. Oui, j'ai même là, des amis belges, qui est un des pays où il y a beaucoup de trappistes et il y a beaucoup de chocolat. Et puis, ils étaient ravis de se rendre là-bas pour justement voir la tradition des trappistes ici et pour goûter notre chocolat qui est excellent. Exactement. Donc, oui, c'est un bon coup de chapeau. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais... je ne me souviens pas quelle année, mais j'avais fait un éditorial sur le 175e en disant que sur le 175e, oui, c'était un élément attractif touristique, mais peu pour le lac Saint-Jean. Oui. OK? Et je me souviens que les Pères Trappistes m'avaient appelé au téléphone pour me dire que, c'est pas tout à fait vrai, M. Simard, on a quand même, nous, beaucoup de personnes qui, dans le cas, parce qu'on sait que c'était un des éléments qui étaient relevés dans la promotion, justement, des fêtes du 175e, le monastère des Pères Trappistes. Et ils disaient, nous, là, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues parce qu'ils sont venus voir qu'est-ce qui se passait dans le 75e, qui sont de l'extérieur de la région, puis qui sont venus chez nous. Alors, déjà, le simple fait, tu comprends, ça parle peut-être aussi de l'importance d'une bonne campagne promotionnelle pour faire venir des gens dans le secteur. En 1982-83, je faisais partie de... Tu étais jeune? Oui, j'étais jeune. Et de deux, j'étais au niveau du Centre Astro qui fonctionnait encore dans ce temps-là. Et on avait fait une campagne au Lac-Saint-Jean. Une campagne promotionnelle au Lac-Saint-Jean des attractions touristiques en se disant, on va cibler des municipalités ou des villes ou des secteurs, des régions pour lancer notre campagne puis faire vraiment là, de la campagne. Et on avait choisi le secteur de Trois-Rivières.
Cette année-là, tu as eu des visiteurs en provenance de Trois-Rivières qui sont venus au Lac-Saint-Jean, parce qu'après ça, il y a l'eau Saguenay, je suis bien d'accord avec ça, là, mais ils venaient au Lac-Saint-Jean cette année-là parce qu'on avait... Or, l'importance d'avoir une campagne promotionnelle bien ciblée avec des éléments importants qui touchent les réalités qui sont nos attractions et de faire connaître comme il faut nos attractions, ça porte fruit. Et c'est ça que ça m'amène, le simple fait d'avoir sur les petites, que ce soit les poules ou que ce soit le chocolat au bleuet, le bleuet au chocolat, je ne me souviens pas ce qu'il faut dire, mais ça l'amène donc effectivement de l'eau au moulin et surtout des touristes chez nous. Oui, et on en a la preuve là-dessus. Alors, chapeau effectivement à la chocolaterie des Pères Trappistes qui va certainement continuer dans ce sens-là. Et ils battent des records année après année sur la vente de produits. C'est génial. Et chapeau, hein, c'est vraiment intéressant tant pour le secteur que pour la vitalité économique de tout le secteur agroalimentaire dans la région. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que des entreprises comme à Albanel, les Bleuets, Délices du Lac, peut, à un moment donné, bénéficier aussi de ce genre de choses. Oui, parce que ça va devenir le secteur pour acheter des produits du bleuet. Oui. Venez chez nous. Oui. Plan de protection du caribou forestier. On estime que, si le plan est appliqué tel que proposé, ça ferait perdre 5 600 emplois et ça ferait perdre à l'économie 740 millions de dollars. Tout ça pour sauver 79 caribous. C'est les chiffres qui sont avancés. D'un autre côté, ceux qui sont défenseurs du plan vont dire que si on ne protège pas les caribous, ça risque économiquement de coûter encore plus cher, entre autres pour des pertes de certification au niveau international, donc des pertes de contrats parce qu'on ne respecte pas les normes environnementales. Moi, je donne les chiffres, mais c'est les points de vue qui étaient là ce matin. T'en penses quoi de ça? Et quand est-ce que ça va se faire? Parce que là, il me semble qu'on en parle depuis 10 ans là, de ce plan de protection-là. Quand est-ce qu'on va avoir quelque chose de concret à se mettre sous la dent? Là? Je sais que c'est les gouvernements, c'est les ententes, mais là, on dirait que ça tergiverse, puis il y a juste nous autres dans le coin qui souffrent de cette tergiversation. Oui, bien en fait, c'est tout le nord québécois. Là. Ouais. Nous, ici dans la région, oui, il y a certains secteurs, si on applique, ou si on va, même si le gouvernement du Québec a déterminé des endroits qu'il faudrait protéger pour pouvoir être en mesure de ne pas trop affecter la question de l'exploitation de la forêt, il reste quand même qu'il y a des possibilités, effectivement, que des secteurs au complet, si on applique le plan. OK? Au départ, il me reste à savoir qu'est-ce que le gouvernement du Québec, le ministère des Ressources naturelles et maintenant le ministère des Forêts, va pouvoir dire dans l'application de ce plan-là. J'avoue là que là-dessus, je ne suis pas un avocat, là, donc je ne suis pas un spécialiste des droits constitutionnels et de l'application des politiques, mais tu sais, c'est comme peut-être si c'est comme l'affaire du cannabis, où est-ce que oui, on vote une loi fédérale, puis c'est toute la facture. Toute la facture revient aux provinces pour pouvoir être en mesure de le mettre en application. Est-ce que, tu sais, si on met le plan, est-ce que le ministère va avoir des choses à dire afin d'atténuer certaines mesures, sans dire qu'on n'applique pas le plan. Hein? Il faut qu'on dise, on pourrait peut-être atténuer tel et tel secteur, ce qui permettrait d'avoir une influence négative. J'ai pas lu, je ne sais pas si tu as eu la chance, mais j'ai pas lu naturellement le détail de l'étude qui amène à cette conclusion. Mais c'était aussi une étude de l'Institut économique. Oui, c'est ça. C'est plate à dire, mais ils ont aussi un parti pris. Là. C'est pas naïf, ces études-là. Là. Je veux dire, c'est comme quand tu parles d'une étude de l'Institut Fraser qui sont financées par la droite politique. Je veux dire, c'est certain qu'il y a une ligne éditoriale aussi qui vont protéger. Oui, bien, ils ont été là pour dire calculer un événement. C'est pour ça que j'aurais aimé connaître les hypothèses de base. Ouais. Tu comprends? Avec les hypothèses, on aurait été en mesure de pouvoir dire, il y a telle hypothèse, elle peut-être un peu trop soufflée, voilà, ça l'a eu comme effet de.
C'est tout ça fort probablement que l'ensemble des intervenants du côté des gens qui veulent la protection du caribou forestier vont... les gens qui veulent... Tout le monde veut la protection du caribou forestier, mais... Personne ne veut perdre sa job pour ça. Moi, je pense que non. Non, mais fort probablement que je le reproche à personne. Ça entre certainement en ligne de compte. Ouais. Maintenant, ce que je trouve drôle, c'est pourquoi est-ce qu'on en est rendu à dire pour 79 caribous? Tu comprends? Je veux dire, on personnalise le débat. Moi, je pense que oui, on le personnalise pas. Tu sais, avec tout ça, tu te rends compte? 5600 emplois pour caribou forestier. En tout cas, moi, je connais un premier ministre actuellement qui doit pouvoir avoir l'ouvrage en motadie, hein? Il a fait une promesse qu'il ne se perdra pas une job par rapport à un caribou. Il doit avoir autre en motadie que les 79 crèves pour pouvoir être en mesure de se Je vais te mettre un bémol, ce ne sera pas la première fois qu'une promesse d'un politicien ne serait pas tenue. Oui, ça, c'est quand même. Mais il faut que, quand même, je pense qu'on ait de voir qu'on ne peut pas. Pour ça, je trouve. J'aurais aimé. Je m'ai certainement essayé d'avoir lire cette étude-là, a fait connaître et les hypothèses et les données de base là, qui nous servent à faire ça. Ça m'apparaît énorme. Pour 79 caribous, d'avoir tout ça. C'est ça, je suis surpris, mais... Est-ce que les 79 caribous, ils parcourent tout le 47e au 70e parallèle? Là, mais comme je dis, c'est qu'il y a clairement un biais à l'étude, là, parce que c'est l'Institut économique, donc on va mettre des chiffres énormes. T'sais, on va utiliser des chiffres qui vont marquer l'esprit, parce qu'on veut aussi influencer. Quand on fait une étude, on veut influencer les décisions. Oui, s'en servir. Oui. Par contre... J'entendais le nouveau directeur général de l'Association des forestiers, là, M. Lebel, qui disait que dans l'Ouest canadien, plus particulièrement, je pense que c'est en Colombie-Britannique, il y a effectivement, les autres aussi, ils sont aux prises avec un problème de caribou forestier. Ouais. C'est drôle, c'est un problème. Les autres, ils ne le savent pas. J'aimerais ça interviewer un caribou pour voir ce qu'il en pense. et il disait que ça fait quand même plus de 10 ans, donc autant sur son gouvernement que l'autre, qu'il y a des plans qui sont qui ont été avancés, des hypothèses de plans pour pouvoir sauver le caribou forestier. Et qu'est-ce qu'on en arrive? On en arrive à se dire, il faudrait qu'on refasse une autre étude. Oui, mais peux-tu nous essayer on n'est pas capable d'avoir, c'est pour ça que je te dis, on n'est pas capable d'avoir une réalité, ou enfin une conclusion qui nous amène à dire c'est exactement ça qui va se passer. Je le sais que c'est difficile à aller chercher, parce que là, mais c'est avec ça qu'ils ont besoin pour pouvoir aller. Je comprends, mais là, ça fait 50 études, ça coûte de l'argent. Maintenant, on peut essayer quelque chose. Parce qu'au bout du compte, même après l'étude, même après 50 études, on va essayer quelque chose puis on n'est pas certain que ça va marcher. Exact. On peut-tu, après une étude, essayer quelque chose puis regarder qu'est-ce qu'il fait, puis après ça, moi, je suis tanné des études. Moi, je suis d'accord avec ton hypothèse, sauf pour arriver à des résultats de même. Ouais. Si le plan actuel nous amenait à des résultats comme il est là, je ne le sais pas, là, mais je te dirais, je refais une étude. J'aurais le malheur de te dire, je refais une étude. Mais c'est parce que je trouve que ça m'est arrivé souvent d'arriver avec des projets, mais il faut faire une étude, L'argent qu'on prend à faire une étude, là, si on applique quelque chose et on essaie de quoi, là, on va au moins avoir des résultats probants. Qu'on peut avoir des résultats plus clairs. Oui, clairement. Bon. Tu sais, dans toutes ces... Le chercheur principal qui est au Canada, qui demeure à Rimouski, malheureusement, son nom m'échappe. Mais j'ai eu l'occasion de l'interviewer 2 fois, moi. Entre autres, sur le fait que quand il avait décidé d'amener des caribous forestiers ici à Saint-Félicien, qui hébergeait à Saint-Félicien. Et, pourquoi je sais là qu'il faisait ça? Donc, et il prenait ces caribous-là dans l'Ouest canadien, puis ils les amenaient ici pour pouvoir les faire évoluer, pour voir si... Je ne sais pas s'ils ont compris 1919. Mais... Moi, j'ai pas vu leur carte de citoyenneté, c'est l'immigration illégale. Et lui, il disait que la question du caribou forestier, parce qu'on a décidé
collectivement, de dire qu'on ferait tout au Canada pour être en mesure de sauvegarder cette espèce. OK? Ça fait partie on a signé des ententes internationales. Exactement, internationales. On est régi par la Donc, loi, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'est-ce qui peut se faire. Et lui, maintenant, que effectivement, la question de l'exploitation forestière dans certains milieux et on l'a été capable de le démontrer, que ça a une influence sur la survie ou pas du caribou forestier dans ce secteur-là. D'où pourquoi du comme. Parce que, tu sais, le caribou forestier, il monte. Il est toujours en montant. À un moment donné, il va avoir trop fret, là. Mais il va falloir, ou s'il ne redescend pas, c'est parce qu'il n'y a plus de nourriture. Bon, c'est là qu'il va s'étendre. Je pense que c'est pas évident, là, entre le principe de dire on veut sauvegarder une espèce à l'échelle. Il y a plusieurs principes moraux là-dedans. Il y a plusieurs principes qui entrent en ligne de compte et des impacts sur... Je pense qu'il faudrait faire une étude. Sais-tu, on va en venir à cette conclusion. Je te suggère de la financer. Hey, on a une petite nouvelle. Hockey. T'aimes-tu le hockey? T'es-tu un... Oui, par la banque. Par la banque. Quand mon jeune jouait au hockey, j'y allais. OK. Quand il arrêtait de jouer au hockey, il est un peu moins écouté. Mais tu suis-tu genre les Canadiens ou tout ça? Ou pas beaucoup, pas beaucoup, un peu. Mais quand même, on a une belle nouvelle ce matin parce que là, les clubs de la Ligue nationale, la saison commence. Les gens ont décidé de garder ou de ne pas garder des jeunes. 2 jeunes de la région, même du Lac-Saint-Jean, ont été gardés. On parle de Samuel Girard, de Robert Val, qui va commencer la saison à Nashville, aux côtés de Piquet Souben et de cette équipe qui a fini d'ailleurs en finale, qui a perdu en finale de la Coupe Stanley. Et aussi Charles Hudon d'Allemand, qui va débuter la saison à Montréal avec les Canadiens. Donc, je voulais féliciter. Je trouve que c'est le fun pour la région de... Je te dirais, il y a aussi le jeune au niveau du judo. Il y a un jeune au niveau du judo là, qui perce beaucoup. Plus le judo que... Dans le temps, on a toujours Marie Besson aussi. Oui. Qui performe encore naturellement dans l'équipe canadienne. Patinage de vitesse. Dans le patinage de vitesse, on en a la petite Fradette ou Bradette. Moi puis les noms. Là, t'as à peu près le même problème que moi. Donc, à Saint-Félicien. Donc, ces jeunes-là qui, effectivement, performent et travaillent pour pouvoir... Je pense aux parents aussi. Ça devient des ambassadeurs de chez nous. On le voit, là, l'Arena Marianne Saint-Gelais, le Centre Georges Vézina. Regarde, tu as aussi des ambassadeurs comme dans le domaine de la chanson, Marie-Nicole et Mario Pelcha. Julie Bouillane. Oui, Julie. C'est toutes des choses qui ont une espèce de reflet chez nous. Ouais. Hein? Chez nous, comme citoyens de ce secteur-là. Et quand ça réussit, chapeau, c'est numéro 1. Il faut, comme tu dis, non seulement les féliciter, mais les encourager à persévérer. Non, je pense beaucoup aux parents, parce que tu sais, quand ton jeune, tu investis beaucoup de temps et d'argent, puis au bout du compte, je pense pas que tu dis, il va se rendre à la Ligue nationale, mais à un moment donné, ça arrive, tu dis, mon Dieu, wow, tu sais. C'est comme quand Marianne Saint-Gelais avait remporté à Vancouver, c'était une médaille d'or. D'argent, je pense qu'elle avait remporté à ce moment-là. Des médailles. Et encore là, malheureusement, j'ai écrit quelques éditoriaux, mais j'avais effectivement souligné que, oui, chapeau, Big Bang, mais aussi, il y a des artisans derrière ces grands succès. Les entraîneurs. Ce sont les parents. Les parents. Qui ont des fois peut-être trop poussé, peut-être pas assez poussé, mais qui étaient là. Mais qui étaient là pour encourager le développement d'un talent local. Et il faut être là. OK? Moi, mon garçon n'a pas fait la Ligue nationale, mais c'était plaisant de le voir jouer. C'était quand même plaisant de le voir jouer, de voir qu'il... Puis encore aujourd'hui, il fait du hockey. OK? Dans les ligues d'adultes. Le garage? Oui, oui, c'est le cas de le dire. Ça lui a resté comme activité. C'est la bonne forme physique. C'est exactement des saines habitudes de vie, là, comme on dit. Pas rien que ça l'apprend. Moi, je sais que le sport d'équipe, dans ma vie, là, moi, j'ai joué au hockey longtemps.
J'étais pas bon, mais je jouais pareil. On jouait. Mais ça l'amenait toute l'idée d'esprit d'équipe, d'esprit de gang, Exactement. de travailler collectivement. De travailler en équipe, de travailler. Tout ça rentre en ligne, d'accord. De l'effort. Et des amitiés aussi qui se créent. Oui, ben oui. Des amitiés qui se créent, des affinités que l'on a avec des gens. Comme ces deux joueurs de hockey-là, actuellement, c'est la fierté de la On va espérer que ça aille bien, parce qu'on sait que des fois, les carrières sont pas longues. C'est ça. Mais on va espérer qu'ils soient là longtemps. Bravo à eux! Ah oui, on en a oublié un aussi. Qui? Dans la Ligue nationale. Le joueur de football. Oui, Laurent Duvernay-Tardy. Non. Non? Dans la région. Oui. Qui joue pour les Blue Bombers. Oui, OK. Non, mais excusez, moi, je connais. Au football, là, tu viens de me perdre totalement. Donc, c'en est un aussi qui en est chez nous. Oui, Shane Gauthier. Ben oui. C'est ça. Bon, ça ne me rappelait pas de son nom. Mais on me l'a soufflé de manière peu subtile. On a vu ça que t'écoutais. Oui. OK, donc on va s'en aller maintenant, Actualité nationale. Il nous reste combien de temps? Oh, ça va vite. Parlons de la non-taxe Netflix. Mon Dieu. Là, je pense que le gouvernement fédéral, quand il a créé cette entente-là, pensait qu'elle allait faire plaisir à tout le monde. Et je pense qu'il a fait le saut de voir comment ça a amené un branle-bas de combat. Et il y avait déjà une frustration au niveau culturel au Québec par rapport à Netflix. Mais là, on a juste voulu comme nous faire comme si on nous donnait quelque chose. Et au bout du compte, on a juste mis du gaz sur le feu. Sur le feu! Mon Dieu Seigneur! Je pense que Mélanie Joly ne pensait pas qu'elle allait passer ce genre de semaine-là quand elle a annoncé ça au départ. Je pense qu'elle était contente. Je ne sais pas qu'est-ce que... C'est parce qu'en même temps, ils l'ont fait en même temps que la politique culturelle canadienne. Oui. En plus. Mais c'est parce que... mauvais. Mais la réalité, là, c'est que même si on investit 500 millions dans des séries qu'on va faire au Canada, ça reste que ça reste des séries américaines tournées avec des acteurs canadiens. Fort probable que ça peut être cela, effectivement, au départ. On aurait eu besoin de... À moins que le Netflix décidait de se faire une maison canadienne. À Québec, là, tu sais, là, pour faire Québec, à des vrais créateurs québécois. On prend que des projets, puis de créateurs, de réalisateurs québécois avec des acteurs... À moins que ça soit dans le plan de la compagnie. Il faut probablement qu'ils n'ont pas été là dans le détail de l'entente. D'ailleurs, actuellement, le gouvernement du Québec demande d'avoir le texte de cette entente-là afin de voir sur quelle prise ils vont pouvoir être en mesure de pouvoir bénéficier d'1 ou 2 millions sur le 250. C'est parce que là, ils vont essayer aussi de peut-être taxer, parce qu'on a le droit d'ajouter la taxe. Parce que ça se fait ailleurs. Là. Netflix est taxé en France, en Suisse, dans plein de pays dans le monde. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que là, on dit que c'est le consommateur qui paye en bout de piste. Parce que, bon... Mais là, si tu le veux... C'est parce que c'est de l'argent qui est réinvesti directement, là, qu'on pourrait réinvestir. En tout cas, ça prend une meilleure répartition pour la culture, pour vrai. Là. On oublie que la culture, c'est un moteur économique hallucinant. Oui, par contre, il y a aussi un élément aussi qu'il faut tenir compte, c'est toute la venue, effectivement, des nouvelles technologies dans les productions. Mais on s'en sort bien avec les séries web, on est reconnu partout dans le monde, avec les courts-métrages, on voit Denis Villeneuve là, qui va sortir un film que les critiques sont dithyrambiques partout à travers le monde. C'est du monde de chez nous, ça, qui crée ça. Qu'ils le créent, qu'ils le mettent. De l'avant-garde, même toute la question Ubisoft qui s'en vient chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a des créateurs et des on développe ces expertises-là. Où je suis d'accord, moi, là, c'est le fait de ne pas avoir eu d'engagement plus précis sur la protection tant des productions en anglais ou en français, là, faites par des gens d'ici. C'est ça qui m'horripile au départ, moi aussi, comme l'ensemble de tous les intervenants. Oui, puis on ne sait pas, tu sais... C'est ça. Je ne sais pas où ça va emmener, là, honnêtement, mais il faudrait qu'on ait au moins l'entente exacte là, pour qu'on puisse être capable de se prononcer sur quelque chose. Il faudrait maintenant aussi être fier de ce qu'on est puis mettre son pied à terre. Ouais. On est des créateurs culturels hallucinants, nous, les Québécois, et là, là, c'est tout le temps. Mais c'est pas les créateurs, là, c'est le politique qui ne suit pas. Hein? Ouais. Qui ne suit pas. Hey, là, on a le goût de parler de quoi? Là, il nous reste 5 minutes. Je te propose, tu as le goût de parler de la Catalogne? Qu'est-ce qui se passe là?
sais que tu as été... Oui, on a... Parce que là, il y a eu un référendum qui aurait été gagné à 90% pour l'indépendance, mais la réponse de Madrid, ce qui était un peu dégueulasse, là, moi, je prends l'exemple du Québec ou de l'Écosse ou du Kurdistan où on a laissé les gens voter, puis après ça, on verra ce qu'on va faire avec le vote. Là, on a envoyé la police, brutalité policière, les vidéos sont dégueulasses de voir comment on a tenté d'empêcher les gens de voter. Ça fait partie un peu du processus démocratique et moi, je prends l'exemple du Québec. Les gens qui n'étaient pas d'accord, ils ont fait valoir le point. Puis en Écosse, c'est la même chose. On a permis aux gens de voter. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? La semaine dernière, on avait un peu abordé la question. Je ne me souviens pas si c'est dans le cadre d'émission après l'émission. Il reste que le fait de pouvoir aller voter dans un pays dit démocratique, c'est quelque chose de fondamental. Hey, au Kurdistan, on a laissé le référendum se passer, mon Dieu Seigneur. C'est ça. Là, on est en Espagne. J'essaie aussi de me rappeler qu'est-ce qui serait arrivé en 1995 si le oui avait passé. Mais le lendemain que le oui passe, on n'est pas indépendant. Là. Il y a tout un processus de négociation. Par contre, eux autres, là, il y a actuellement la possibilité de déclarer l'indépendance. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Je veux dire, ils se font... Il était dans la question. C'était dans la question, si ma mémoire m'est fidèle, là, il la déclarait. Mais là, actuellement, l'ensemble de tous les intervenants internationaux, et c'est pour ça qu'on appelle au secours en Europe, l'Europe d'intervenir en se disant, écoute, là, regarde, on a... là, c'est parce que là aussi, le fait qu'il y a eu tout le jeu d'empêcher les gens d'aller voter, OK, t'as 90 oui qui ont dit oui, mais le 80, il y a beaucoup de, semblerait-il, qu'il y a beaucoup de non qui ne se sont pas prononcés ou encore qui n'ont pas été capables de voter. Mais c'est pour ça qu'on aurait dû laisser les gens voter? C'est ça. Mais moi, ce que je comprends pas, tu vas m'expliquer ça. Pourquoi en Écosse, on laisse les gens voter? Au Kosovo, on les a laissés se séparer par référendum. On louange les gens du Kurdistan pour l'exercice démocratique qu'ils ont fait. Mais là, en Catalogne, on le tape sa gueule. Mais non, je te rappelle simplement ce que le président de l'Espagne a dit. Selon la Constitution espagnole, c'est un référendum qui ne pouvait pas être tenu parce qu'il ne relève pas de la juridiction des Catalans. C'est lourd. C'est comme, nous, ils nous ont fait une loi de la clarté référendaire. Mm-hmm. Ils l'ont fait après. Ouais, ils l'ont fait, oui. C'est vrai. Mais ils l'ont fait. Alors, de peut-être, tu refais un autre référendum. Si tu veux aller négocier avec Ottawa, puis que tu n'as pas de majorité très, très claire dans le genre de 60 non, mais mais la loi est faite de manière tellement vague que... Je veux dire, en tout cas. La difficulté, c'est le document de base avec lequel tu fais tes choses. Maintenant, il aurait pu y avoir une forme de consultation qui aurait pu être tenue sans l'appeler référendum. Mais là, ça n'avait pas d'impact, ça n'avait pas d'obligation pour les gouvernements. C'est beau, hein, comment on voit comment on prône la démocratie et la liberté quand ça fait notre affaire. Quand ça fait notre affaire. Et puis sinon, on est mieux se taper sur la gueule. Là-dessus, merci Jules d'avoir été des nôtres. Je vous dis merci aussi à vous d'avoir été des nôtres, de nous avoir écoutés. Nous ne serons pas là la semaine prochaine parce que nous allons passer des entrevues que nous faisons avec les gens qui se présentent en politique municipale. Donc, écoutez-nous quand même. Je pense que c'est intéressant pour aller voter de manière éclairée. C'est le fun d'entendre les candidats se prononcer sur ce qu'ils veulent faire. Et là-dessus, on est de retour dans quelques semaines. Bonne semaine! Moi, c'est sûr que l'entourage en tant que tel ici, dans mon projet, là, ça a été un peu vraiment très important. Là. Moi, quand j'ai démarré ici, le rang que j'ai bâti mon entreprise, là, les fermes voisines, je les connais pas. Puis la journée que j'ai bâti ma serre, ils sont arrivés à 6 h du matin, ils sont venus mettre ma toile avec moi. Je connais aucunement ces personnes-là. Ils ont amené du café, des galettes. Ça a l'air niaiseux, mais on dirait que j'avais comme une famille à l'entour de moi qui venait m'aider. Quand j'ai démarré ici en 2013, on commençait à empoter. J'avais 12 000 plantes à empoter. J'avais aucun employé.
Puis j'avais la serre qu'on a montée. Puis par la suite, pour l'empotage de ça, j'ai des amis qui venaient le soir empoter avec moi. J'ai des amis qui ont pris des congés pour moi, des semaines de vacances pour moi. Fait que, tu sais, j'ai vraiment un gros entourage qui, comme était là, puis on a dit on va te démarrer jusqu'à temps que tu sois capable, que tu sois autonome, puis que tu aies un certain revenu pour vivre sur tes propres ailes, là. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. Coucou!